Pour mieux comprendre les grandes interrogations autour du projet de loi constitutionnelle que propose le pouvoir de transition ici au Gabon, nous allons maintenant à la rencontre du docteur Jonathan Ndoutoum Ngomé, qui est ici à Midzik, dans son fief de Midzik, dans le nord du Gabon. Nous sommes dans la province du Welentem et nous avons le grand honneur de vous recevoir, docteur Jonathan Ndoutoum. Merci à vous de nous recevoir. Merci bien. Je vous souhaite la bienvenue ici dans le département de Lokano et particulièrement dans son chef-lieu qu'est la ville de Midzik. Nous sommes ici effectivement pour la campagne référendaire dont le scrutin aura lieu demain. La particularité de la ville de Midzik, c'est que c'est le département économique de la province du Welentem qui est frontalière au Cameroun et à la Guinée équatoriale. Et de ce point de vue, Midzik a la particularité donc de compter en son sein plus de 20 sociétés forestières, plus la société anciennement appelée VEGAB, qui s'est muée en SIAD Gabon et qui est spécialisée dans la culture de l'EVA. Et donc, c'est pratiquement une ville économique, la première ville économique au nord du Gabon, région frontalière au Cameroun et à la Guinée équatoriale, pour le rappeler. Donc, bienvenue à Midzik. Merci à vous, Jonathan Ndoutoum. Rappelez que vous êtes ancien ministre. Vous avez été ministre sous Ali Bongo Ondimba. C'était après la présidentielle de 2016. C'est le dialogue national qui avait suivi. Vous étiez en ce moment-là engagé avec René Desmaisons-Aubiens au sein de Démocratie Nouvelle, qui est ce parti politique qui avait soutenu d'ailleurs la candidature de Jean Ping. Vous êtes aujourd'hui soutien du Conseil pour la transition et la restauration des institutions, dirigé par le général de brigade Brice Oligui Nguema. Et vous soutenez cette constitution qu'il est en train de proposer aux Gabonais. Et pour nous, il était important de venir voir un ancien comme vous pour comprendre profondément ce qui peut faire qu'il y ait un aussi grand basculement de la classe politique du côté du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et comprendre également ce qui va changer une fois que cette constitution sera adoptée, ou alors si jamais elle était adoptée par les Gabonais, quelle autre république elle propose et quels pourraient être les grands avantages, notamment du point de vue de la souveraineté du Gabon, parce que rappelez que vous êtes également stratège, vous êtes diplômé, vous êtes docteur justement en géopolitique et stratégie, et donc ça permettra de comprendre également de ce côté-là comment est-ce que le pays pourrait changer juste après. Alors, je voudrais commencer très rapidement par le texte en lui-même et un point qui revient énormément dans les échanges. Il s'agit du président de la République tel que proposé par la nouvelle Constitution. D'aucuns estiment que le futur président, si le texte est adopté, sera un homme qui concentrera littéralement tous les pouvoirs et qui pourrait avoir même droit de vie ou de mort sur chacun des Gabonais. Qu'en pensez-vous? C'est une figure, bien sûr, mais vous, qu'en pensez-vous? Non, mais moi, je pense que j'ai participé au dialogue national inclusif convoqué par le CTRI et le président Oligui Nguema, quelque temps après leur prise de pouvoir. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a eu un appel à contribution de la part du gouvernement de transition dirigé par M. Raymond Donsima, qui a demandé donc aux Gabonais de faire des propositions par rapport à la marche future de notre pays. Et de ce point de vue, il y a eu au bas mot 38 000 contributions de la part des Gabonais. Et à la suite de ces contributions, il y a eu la convocation du dialogue national inclusif. Et ce dialogue, j'y ai participé, et c'est ce dialogue qui a jeté donc les bases de la future constitution, sinon du projet de constitution. Et après le dialogue national inclusif qui s'est déroulé du 2 avril au 30 avril, nous nous sommes rendus du côté du bord de mer au palais de la Rénovation pour remettre le rapport de ce dialogue. Et je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Et après la remise du rapport au chef de l'État, il a nommé un comité constitutionnel national chargé donc de rédiger le projet de la nouvelle constitution. Et après ce comité constitutionnel national, le président de la République a dû faire appel à une constituante, c'est-à-dire l'Assemblée nationale de transition et le Sénat de transition,
se sont mués en une constituante qui s'est chargée de donner des avis motivés par rapport à cette constitution. Et à l'issue du travail de la constituante, il y a eu à peu près quelque chose de 801 amendements. Et à la fin du travail de la constituante, le président a dû convoquer le gouvernement et le CTRI pour regarder à leur tour les différents contours de ce texte. Donc vous voyez que ce texte a été élaboré de part en part par les Gabonais. D'abord par les 38 000 contributions des citoyens, c'est ce qu'on a appelé la phase citoyenne du dialogue national inclusif. Ensuite, il y a eu le dialogue national inclusif en lui-même, il y a eu le comité constitutionnel national, il y a eu l'Assemblée nationale et le Sénat l'Assemblée nationale et le Sénat de transition qui se sont mués en constituante, et il y a eu la réunion du CTRI et du gouvernement. Vous voyez que cette constitution a traversé 5 étapes au bas mot. Oui, donc on ne peut pas être plus démocratique que ça. Et j'en veux pour preuve même le père Paul Mbabessolo, qui a souvent été rigoureux dans ce genre de circonstances, a reconnu le caractère démocratique de ce texte. Donc ceux qui pensent que ce texte est taillé à la mesure du président Oligui sont peut-être responsables de ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas responsable de ce qu'ils comprennent. Ils l'ont lu, ils comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre. Mais en même temps, une constitution ne tient pas seulement aux aspects politiques. Alors, il y a des aspects économiques et sociaux. Docteur Jonathan Doutoum, on comprend bien qu'il y a eu cette large consultation populaire. Il y a eu un travail méthodologique assez pointu qui a été fait pour définir le texte qui est à présent proposé aux Gabonais. Mais toujours est-il qu'on se demande finalement qu'est-ce qui pourrait arrêter le président dans une démarche. Par exemple, si jamais celle-ci venait à être une démarche qui ne convienne plus au peuple gabonais, une démarche autoritaire, avec autant de concentration de pouvoir, qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Non, mais moi, je ne sais pas ce que vous appelez concentration de pouvoir. Il y a concentration de pouvoir à quel niveau? Il y a même eu des pouvoirs qui ont été retirés au chef de l'État, disons, au futur président de la République, ce qui n'était pas le cas par rapport à l'ancienne Constitution. Vous savez, moi, j'ai pris part au dialogue national d'Agondje en 2016-2017, au sortir de l'élection de 2016. Le président de la République était le détenteur exclusif du pouvoir exécutif dans l'ancienne Constitution. Ce qui n'est pas le cas et qu'il partageait avec le Premier ministre, en ce sens que le Premier ministre conduisait la politique définie par le chef de l'État. Donc, je ne vois pas là où il y a concentration de pouvoir. Dans les anciennes constitutions, le président de la République a toujours été président du Conseil supérieur de la magistrature. Dans les anciennes constitutions. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Ce qui est important, c'est l'application des principes de la justice. Ce n'est pas que le président de la République va édicter les lois à la place des magistrats. Donc je ne vois pas où est-ce qu'il y a concentration de pouvoir. Peut-être on peut dire que parce qu'on a changé de régime politique, on est passé à ce qu'on appelle un régime présidentiel par rapport à l'ancienne constitution. Mais au-delà du changement du contenu sémantique. Mais depuis 1960, depuis 1961, on a toujours eu un régime présidentiel au Gabon. Ça n'a posé aucun problème par rapport aux questions de développement. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il n'y a que ceux qui s'opposent à ce projet de constitution qui voient une concentration de pouvoir. Moi, j'ai participé à l'élaboration de cette constitution, notamment dans les principes de base au dialogue d'Agondje. Mais je n'ai pas vu là où il y a concentration excessive des pouvoirs de la part du chef de l'État. Mais qu'on nous sorte des articles, disposition par disposition, pour faire la démonstration d'une concentration de pouvoir. Même vous qui venez m'interroger, je dois remarquer que vous ne me donnez pas certains articles qui montreraient la concentration des pouvoirs du chef de l'État. Alors, le président de la République, patron de la magistrature suprême, pour certains... Mais ça a toujours été le cas. Parfaitement, même dans plusieurs autres pays du continent, c'est le cas. Même dans plusieurs pays occidentaux, le président de la République a toujours été le président du Conseil supérieur de la magistrature. Aux États-Unis, c'est le président de la République qui nomme les figures emblématiques de la justice américaine, notamment le procureur général. Bon, les appellations peuvent changer, mais il n'y a pas dans un pays... Après validation par la Chambre haute du Parlement. Exactement, oui. Mais il n'y a pas dans un pays une séparation stricte et nette des pouvoirs. Ça n'existe pas. Il existe forcément
une imbrication entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. C'est ce qu'on appelle des contre-pouvoirs. Et il y en a, mais il n'en demeure pas moins que la justice est rendue au nom du peuple. Et en l'espèce, qui est véritablement le représentant du peuple dans la chaîne institutionnelle? Ce n'est que le président de la République, parce que lui seul est élu par l'ensemble du peuple. Et si la justice est rendue au nom du peuple, la souveraineté du peuple est confiée à un homme qui est le président de la République. Et c'est en cela qu'il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, certains Africains, par contre, sont admiratifs de cette disposition que le Gabon est en train de proposer, que la transition propose aux Gabonais, de savoir que finalement, un homme sera seul responsable d'une politique, d'une vision qu'il aura proposée à ses concitoyens. Et au cas où cette vision est validée, il sera donc seul finalement responsable et devrait, contrairement à beaucoup d'autres pays du continent africain, être obligé de se réveiller chaque matin pour aller travailler, parce que finalement, c'est lui qui gère directement le pays. Est-ce que c'est peut-être ça, quelque part, qui, pour vous, pourrait être vu comme étant une évolution ici au Gabon? Oui, c'est une évolution, parce que vous savez que lorsque on adopte une constitution ou lorsqu'on rédige une constitution, il faut tenir compte du contexte du pays. Le contexte du pays, c'est que le poste de Premier ministre, chef du gouvernement, a été institué, je pense, en 1981, lorsque le président Omar Bongo nomme M. Léon Mbiamba, Premier ministre, chef du gouvernement. Mais à la fin des au cours des années 90, lorsqu'il y a eu la conférence nationale de mars-avril 1990, jusqu'à l'élection, à la veille de l'élection présidentielle de 1993, M. Léon Mbiamba estime qu'il n'avait jamais gouverné. Vous avez tout récemment l'ancien Premier ministre Julien Corbequel, dont j'ai fait partie de son premier gouvernement, qui a déclaré que le poste de Premier ministre a des pouvoirs fictifs, que ce poste devait être supprimé. En un mot, la plupart des premiers ministres, chefs du gouvernement que le Gabon a connu, estiment n'avoir jamais gouverné. Donc, de ce point de vue, au lieu d'avoir un bicéphalisme inutile à la tête de l'État, où il y a un président de la République, chef de l'exécutif, et un premier ministre, chef du gouvernement de nom, ben, on a pensé il valait mieux faire en sorte que le président de la République soit responsable et comptable de sa politique. Et de ce point de vue, on a donc proposé la suppression du poste de Premier ministre qui n'était là que comme quelqu'un qui n'avait véritablement pas de pouvoir. À entendre ceux qui ont occupé ce poste, ils estiment qu'ils n'avaient jamais gouverné, ils n'avaient pas la plénitude de leurs attributions. Et de ce point de vue, nous avons estimé, les Gabonais ont estimé, qu'il valait mieux responsabiliser le chef de l'État. Lui seul devrait être comptable de sa politique vis-à-vis du peuple gabonais. Plus question de dire que, de démettre le Premier ministre... À ce moment-là, plus question de dire, c'est plus question de trouver des fusils pour dire, demander au Premier ministre. Il n'y a plus de Premier ministre. Le président de la République devra assumer à lui seul la responsabilité de la marche de la République. Et Dr Jonathan Doutoum, et de là on voit que il faudrait donc ici un président de la République qui déjà physiquement soit capable, parce qu'il n'est pas question par exemple de s'absenter longtemps pour des raisons de maladie, il n'est pas question d'être empêché notamment par sa condition physique. Alors, d'aucuns estiment simplement qu'au sorti de là, c'est peut-être ce qui pousse certains à penser que c'est un peu à la mesure du général. Non, je pense qu'il y a eu une disposition qui a été retenue, c'est la notion d'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Vous savez, un président de la République n'est pas exempté de maladie. Un président de la République, c'est avant tout un être humain, c'est un homme. Donc, ce n'est pas à chaque fois que le président tomberait malade qu'on devrait pouvoir penser à la vacance de pouvoir. Donc, je pense qu'il y a eu une disposition à ce niveau qui reconnaît quand même la notion d'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Donc, de ce point de vue, je pense que le législateur a regardé de tous les côtés et il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Alors, évoluons rapidement en abordant un autre aspect qui fait énormément parler ici au Gabon. Il s'agit de la nationalité du futur président de la République, tel que proposé dans ce projet constitutionnel. Alors, désormais, il faut être de père et de mère gabonais, et il faudrait que ces derniers aussi soient gabonais à leur tour. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi dans un pays aussi métissé que le Gabon? Pourquoi? Non, je pense que cette disposition a évolué.
c'est peut-être le premier draft du projet de constitution auquel vous faites allusion, mais je pense que lors des différentes étapes de la relecture du projet de texte, il y a eu une évolution. La disposition a connu des changements. Aujourd'hui, on ne parle plus de père et de mère. Pour être candidat à l'élection présidentielle au niveau du Gabon, il faut avoir au moins un parent gabonais. Au moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a allégé cette disposition. Vous pouvez être gabonais et être de père marocain, et puis si votre maman est gabonaise, vous pouvez être candidat. Donc aujourd'hui, la disposition évolue. Il faut être gabonais et avoir au moins un parent qui soit gabonais. Donc la disposition a évolué. Alors là, vous rassurez certains. Non, mais je rassure tout le monde. Je vous dis, prenez le projet de texte ou bien le projet de constitution, cette disposition a évolué. On a fait sauter le verrou du père et de la mère qui doivent être gabonais. On a retenu un seul parent qui devrait être gabonais pour que le prétendant soit accepté comme candidat à l'élection présidentielle, le prétendant à la magistrature suprême. Ça veut dire que si moi, Jonathan Lutumgoum, je veux être candidat, on regardera l'état civil de mes parents. Je dois avoir au moins un parent qui soit gabonais, soit mon père, soit ma mère. Ce n'est plus les deux à la fois. Mais j'aimerais vous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé, pourquoi a-t-on apporté cette modification? Parce que certains qui sont beaucoup plus à droite, pourrait-on le dire ainsi, pensaient que c'était une occasion exceptionnelle de pouvoir être beaucoup plus strict quant à la qualité de l'homme qui est porté à la tête de l'exécutif gabonais. Non, mais vous savez qu'il y a plusieurs réalités qui peuvent justifier ces changements. D'abord, par rapport à ce que le Gabon a vécu ces 14 dernières années, où on a vu nos frères africains s'impliquer véritablement dans la vie politique nationale. Ça a beaucoup frustré les Gabonais. Parce que, ceci dit en passant, le Gabon a tant supporté la misère de certains pays africains au point d'accueillir certains de ses ressortissants. Mais en même temps, il a été très mal vu que ses frères africains s'immiscent dans les affaires intérieures du Gabon. Et en devenant gabonais par naturalisation ou par adoption, je pense qu'il y a un certain nombre de postes qui reflètent la souveraineté du Gabon, qui ne doivent pas être à la portée de ceux qui sont venus nous porter secours en matière de développement. Donc il y a eu des abus de la part de certains frères africains qui ont fait en sorte que les Gabonais soient frustrés et qu'ils pensent à adopter de telles dispositions. Mais en même temps aussi, je pense que la fonction de président de la République doit quand même être une fonction encadrée. Le Gabon n'est pas le seul pays qui encadre la fonction présidentielle. Dans tous les pays du monde, il y a toujours des exigences qui sont peut-être beaucoup plus coriaces que les dispositions que le Gabon a adoptées. Donc, il y va de l'histoire vécue par le Gabon, notamment ces 14 dernières années, où le Gabonais a été frustré dans son propre pays par l'influence étrangère. Alors, vous dites qu'avec la nouvelle constitution, ce ne sera plus le cas, malgré le fait que on garde quand même que pour être président de la République, on doit avoir au moins un parent gabonais. Au moins un parent gabonais. Mais on ne verra plus ce qu'on a vu avant. Non, mais je ne sais pas. Vous savez, les textes sont les textes et l'application en est une autre. Je ne sais pas si on ne verra plus ce qu'on a vu avant, mais toujours est-il qu'au niveau, par exemple, de la présidence de la République, on a très peu de chances de voir un Gabonais d'origine étrangère accéder à la tête. C'est-à-dire un Gabonais qui aura acquis la nationalité accéder à la tête de l'État. Alors, docteur Jonathan Doutoum, qu'est-ce qui, au-delà des deux dispositions que nous venons d'évoquer, qu'est-ce qui change littéralement dans ce nouveau texte que propose la transition au Gabonais? Qu'est-ce qui change concrètement par rapport à la République qui naîtrait demain en cas d'adoption? Non, mais il serait très présomptueux pour moi d'identifier tous les changements qui pourraient s'opérer en cas d'adoption de ce projet de la nouvelle Constitution, qui, je l'espère, sera voté demain. Parce que je défends le oui
par rapport à cette consultation référendaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs choses qui changent. Il y a la question du mandat du président de la République qui passe de 5 à 7 ans. Mais le grand changement, c'est qu'on ne peut être président de la République qu'au bout de 7 ou de 14 ans. Donc deux mandats, donc un mandat renouvelable une seule fois. Et il y a eu des intangibilités à ce niveau, c'est-à-dire cette disposition ne peut pas faire l'objet de changement, quelle que soit la révision de la Constitution. C'est-à-dire la durée de mandat reste un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Donc nul ne peut solliciter la magistrature suprême à plus de 2 mandats de manière successive. Autrement dit, vous avez un mandat de 7 ans, si vous avez bien travaillé, le peuple renouvelle votre mandat, mais il est hors de question de solliciter un 3e mandat de manière successive. Voilà un premier changement. Un autre changement, c'est les conditions dont nous avons parlé tout à l'heure, les conditions d'éligibilité du président de la République, notamment sur les questions de nationalité. Il faut avoir au moins un parent qui soit gabonais. Mais autre chose qui va changer, c'est au niveau, par exemple, des questions socio-économiques. Par exemple, la question foncière qui a beaucoup frustré aussi les Gabonais. Aujourd'hui, les conditions d'acquisition du domaine foncier ont beaucoup évolué par rapport à nos frères, par rapport aux étrangers qui vivent au Gabon. Il est hors de question aujourd'hui qu'un étranger s'achète, pour parler trivialement, s'achète une parcelle de terrain au Gabon sans pour autant remplir ces conditions qui ont été sérieusement révisées. Il y a la question des droits fondamentaux, il y a la question des droits de l'homme. Vous savez qu'au Gabon, ici, l'eau et l'électricité deviennent des droits selon ce projet de constitution. Autrement dit, si un citoyen s'estime lésé par la compagnie qui exploite, enfin qui assure la distribution de l'eau et de l'électricité, il est en droit de porter plainte. Donc vous voyez que c'est une évolution. Il y a plusieurs autres évolutions qui serait difficile d'étaler ici, puisque nous n'avons pas le texte sur les yeux. Mais je pense que ce projet de constitution, au-delà des considérations politiques qui ne peuvent pas mettre tout le monde d'accord, mais il y a des grandes évolutions. Et c'est pourquoi vous remarquerez que ceux qui attaquent ce projet de constitution ne s'appuient que sur les dispositions politiques, notamment les conditions d'éligibilité du chef de l'État. Mais ils ne s'attaquent pas aux dispositions ayant trait aux questions sociales, aux questions économiques. Ça veut dire qu'il y a des évolutions qui ont été vues, qui ont été apportées à ce niveau, et dont ce projet de constitution est de nature à pouvoir apporter de véritables changements dans le bien-être des Gabonais. Alors je voudrais que nous puissions évoluer en abordant la question de la souveraineté. D'aucuns se seraient attendus que ce soit un peu comme dans plusieurs pays africains aujourd'hui qui sont passés par des événements comme ici au Gabon. Alors, on s'attendait à ce que soient consacrées constitutionnellement des dispositions assez fortes qui puissent garantir la pleine possession par les Gabonais de l'ensemble de leurs ressources naturelles et dont la jouissance ici devrait être absolue. Ne pas se retrouver dans une situation où on concède tout au monde pour rester dans une situation de servitude volontaire. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous voyez une telle disposition dans ce texte qui est proposé? Non, mais je pense que le Gabon ne vit pas en autarcie et le Gabon n'a pas la même histoire que certains pays africains dont vous faites allusion. Je pense que ces derniers temps-ci, il y a eu 3 ou 4 pays en Afrique de l'Ouest qui ont connu des changements politiques de manière extra-constitutionnelle. Je peux citer ces pays sans pour autant violer les circonvolutions diplomatiques. Il y a le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Niger qui ont estimé qu'il fallait faire une certaine démarcation vis-à-vis de certains pays, notamment l'ancienne puissance colonisatrice qu'est la France. Ça, c'est de leur responsabilité. Mais le Gabon aussi a connu un changement extra-constitutionnel. Mais la particularité, c'est que le coup d'État au Gabon, ou le coup de libération, comme on l'appelle ici, a été approuvé par l'ensemble de la population. Au-delà des divergences de vues qui ont cours aujourd'hui, la plupart, sinon la totalité de la population gabonaise a approuvé le coup d'État parce que le pays voulait connaître un changement, une alternance politique à la tête de l'État.
Et de ce point de vue, je pense que l'évolution internationale ne permet pas à un pays de se couper totalement de ses partenaires, soit des partenaires multilatéraux ou des partenaires bilatéraux. Bon, si un pays le fait, c'est de sa propre responsabilité, cela relève de sa souveraineté. Mais je ne vois pas en quoi le Gabon, en signant des accords de partenariat économique, voudrait peut-être entrer dans une logique de nationalisation. D'abord, l'État n'a pas pour vocation de créer des entreprises. Et de ce point de vue, la question des nationalisations qui ont cours dans certains pays est assez compliquée pour un pays au regard des dispositions ou bien au regard du rôle souverain que doit jouer un État. L'État n'a pas pour vocation de créer des entreprises. Donc, les questions de nationalisation sont assez compliquées. Maintenant, est-ce que le Gabon profite de ses ressources? Je pense que vous venez de le dire. Je pense que ce qui est un problème, ce qui pose un problème au niveau des pays africains, c'est la gestion de nos ressources. Vous savez, il y a des pays aujourd'hui qui ont très peu de ressources, qui connaissent un essor en matière de développement assez sérieux. Donc, de mon point de vue, je pense que nous qui n'avons pas une assiette technologique assez développée, nous ne pouvons pas, par exemple, nous lancer dans la création des entreprises d'exploitation pétrolière au regard de notre capital humain, de notre capital financier. C'est des industries assez lourdes. Ce qu'il faut faire, c'est la mise à jour de ces ressources doit être assurée par des compagnies spécialisées, étrangères, fussent-elles, mais au moins signer des accords avec le gouvernement gabonais dans le sens d'exploiter nos ressources et faire en sorte que le Gabon entre en possession de ce qui lui revient. Et ce qui lui revient doit être bien géré pour assurer le développement du pays. C'est en cela que c'est important. Autrement dit, ça ne sert à rien de vouloir se doter d'une compagnie, par exemple, d'exploitation du manganèse, mais qui ne peut pas véritablement mettre à jour les grands gisements dont dispose le Gabon. Donc, moi, je pense que sur ces questions de souveraineté économique, le président Oligui et le CTRI ont commencé à connaître une certaine évolution. Il y a eu la prise des parts dans certaines sociétés, tout comme il y a eu, par exemple, le rachat de la société pétrolière Assala, qui est la deuxième compagnie de production pétrolière au Gabon après Perenco. Et cela signifie quoi? Cela signifie que le Gabon, aujourd'hui, contrôle, par le rachat d'Assala, 25% de la production du pétrole national. Et donc, je pense qu'il y a là un pas vers la souveraineté économique tant recherchée. Merci, Dr Jonathan Doutoum. On va marquer une pause et revenir pour aborder notamment votre engagement politique depuis notamment 2016, la présidentielle de 2016 ici au Gabon, en passant bien sûr par le dialogue national qui avait suivi et votre nomination au gouvernement. Et par la suite, votre soutien aujourd'hui accordé au pouvoir de transition. On revient juste après pour aborder ces aspects.